Bonsoir. Ces dernières semaines, j'ai beaucoup insisté sur le risque que représentent les variants de la Covid-19, des formes différentes, je le rappelle, d'un même virus après qu'il ait muté génétiquement. Nous savons que circulent sur la planète de très nombreux variants, comme c'est le cas pour tous les virus, mais 3 variants, originaires, je le rappelle, du Royaume-Uni, d'Afrique du Sud et du Brésil, nous inquiètent particulièrement. Nous savons que ces 3 variants sont plus contagieux que le Covid-19 classique. Nous pensons que ces 3 variants donnent les mêmes symptômes et touchent les mêmes personnes. Je voudrais les classer en 2 catégories de risques liés à la nature même de leur profil génétique. Le variant britannique, d'abord, je le disais, est plus contagieux, mais les vaccins dont nous disposons semblent très efficaces sur ce variant. Il circule vite, et beaucoup en France comme dans le monde, et sa proportion dans les cas positifs augmente de 50% toutes les semaines. Nous estimons qu'il est responsable d'environ une infection sur 5 à une infection sur 4 en France à l'heure actuelle. Les scientifiques craignent que lorsque ce virus deviendrait majoritaire, il puisse, parce qu'il est plus contagieux, entraîner une poussée, voire une vague épidémique. Le couvre-feu, le respect des gestes barrières, les mesures de gestion que nous avons mises en place, notre stratégie offensive de tester, alerter, protéger, qui est fortement montée en puissance, nous ont déjà permis de freiner la diffusion de ce variant, comme elles nous ont permis d'ailleurs de freiner la diffusion du virus en général dans notre pays. Les prochaines semaines nous diront si cela a suffi ou si nous devons nous résigner à prendre des mesures complémentaires de type confinement. Chaque semaine que nous gagnons sur ce variant est une semaine de respiration pour notre pays, de vaccination pour les plus fragiles d'entre nous, et nous rapproche de jours moins favorables à la circulation du virus à mesure que nous approchons du printemps. Nous ne faisons pas de paris sur l'avenir, mais nous constatons que nous avons déjà gagné du temps. Et en tenant ensemble comme nous le faisons, nous espérons gagner suffisamment de temps pour éviter un confinement. Nous ne faisons pas de prédictions, et comme toujours, nous prendrons nos responsabilités pour protéger les Français si et au moment où cela deviendrait nécessaire, c'est-à-dire si nous devions constater une croissance exponentielle des contaminations et un risque avéré de saturation de nos hôpitaux. Ce n'est pour l'heure pas le cas. Le nombre de nouvelles contaminations reste stable, voire diminue légèrement, aux alentours des 20 000 contaminations par jour. Ce n'est pas le cas non plus s'agissant de la pression sanitaire. Elle est mesurée par le nombre d'hospitalisations et d'admissions en réanimation. Cette pression sanitaire reste forte dans notre pays, mais elle n'augmente pas. Les variants sud-africains et brésiliens, maintenant, eux aussi sont plus contagieux. Nous disposons de moins de données scientifiques à ce stade, mais il apparaît qu'ils peuvent occasionner des réinfections chez des personnes ayant déjà contracté le Covid-19, réinfections qui ont été observées au Brésil, à Manaus notamment, ainsi qu'en Afrique du Sud, et qu'on explique par une capacité du virus à contourner, à échapper aux anticorps qui ont été fabriqués par quelqu'un qui a déjà contracté la maladie du Covid-19 classique. C'est-à-dire que le virus muté arrive à contourner l'immunité. Par ailleurs, nous savons aussi que ces 2 variants, sud-africains et brésiliens, sont moins sensibles à certains vaccins disponibles. Ces variants circulent à ce stade moins en France métropolitaine. Mais ils ne sont, par exemple, pas dénués du tout de responsabilité dans la vague épidémique qui sévit actuellement à Mayotte et qui nous a contraints, vous le savez, à décréter un confinement généralisé à Mayotte qui bénéficie désormais du renfort de services de santé des armées. Nous considérons que la diffusion de ces deux variants, sud-africains et brésiliens, n'est pas encore inéluctable. Et c'est pourquoi nous mettons vraiment tout en œuvre, absolument tout en œuvre, pour arriver à freiner cette diffusion. C'est notamment, vous le savez, la raison pour laquelle nous avons fermé nos frontières, y compris d'ailleurs pour nos compatriotes, sauf motif impérieux. Pour traquer ces variants, nous avons déployé en France des moyens diagnostiques dont peu de pays sont dotés dans les mêmes proportions que nous, qui nous permettent de les détecter et surtout de lutter contre ces variants dès qu'on repère une personne infectée. Nous procédons par exemple au séquençage génétique en laboratoire sur des milliers d'échantillons issus des PCR positifs des malades nouvellement diagnostiqués, c'est-à-dire que nous allons lire en laboratoire la partition, nous regardons les caractéristiques génétiques du virus qui nous permettent de déterminer qu'il s'agit bien de tel ou tel variant, voire, pourquoi pas, de découvrir d'autres variants s'il advenait que d'autres variants devaient apparaître. Le deuxième outil diagnostique, ce sont ce que j'ai déjà appelé les PCR multiplex. Il s'agit en fait d'un criblage
C'est-à-dire que nous refaisons une PCR sur un même prélèvement lorsqu'il est positif en laboratoire pour regarder s'il s'agit ou non de variants. C'est une méthode diagnostique nouvelle que nous déployons depuis quelques jours dans notre pays et qui seront amenés dans les prochains jours à remplacer les PCR classiques, c'est-à-dire qu'au moment où quelqu'un viendra se faire tester par PCR, eh bien, ce sera directement ces PCR multiplex qui seront réalisés. Nous gagnerons ainsi des heures précieuses dans la lutte contre les variants. Par ailleurs, j'ai demandé à ce que nous généralisions les contrôles en PCR de criblage, ces PCR multiplex, pour tous les cas positifs diagnostiqués par des tests antigéniques, et ce, afin de ne passer à côté d'aucun cas. Grâce à ces deux méthodes, nous savons que le variant britannique représentait il y a une semaine environ 15% des contaminations dans notre pays. Comme nous savons également qu'il a tendance à augmenter de 50% par semaine, nous pouvons estimer qu'il serait responsable de 20 à 25% des infections en France désormais. Et grâce à ces deux méthodes, nous sommes aussi en mesure de suivre au jour le jour l'évolution des variants sud-africains et brésiliens sur notre territoire. C'est ce dernier point en particulier qui nous inquiète. Je dispose des résultats de quelques 17 000 tests positifs réalisés sur les 4 derniers jours et qui ont bénéficié de cette méthode de criblage en PCR multiplex sur toute la France. Et ces résultats nous montrent que la proportion de virus qui présentent des mutations évocatrices des variants sud-africains et brésiliens, c'est-à-dire dont les mutations correspondent à des mutations qu'on retrouve dans ces variants, cette proportion, elle a augmenté. Elle serait, sur la base de cet échantillon, quand même important, 17 000 tests sur 4 jours, elle serait de l'ordre de 4 à 5% désormais à l'échelle du pays. La répartition de ces variants sud-africains et brésiliens est très hétérogène. Dans de nombreux départements, on n'en trouve pas la trace, ou alors une ou quelques unités de cas bien identifiés. Dans d'autres départements, on identifie une dizaine de cas, voire un peu plus, en règle générale liés à des clusters, et donc là aussi bien identifiés, et contre lesquels on peut donc lutter activement en descendant et en remontant les chaînes de contamination pour éviter leur propagation. C'est le cas notamment dans le département de la Dordogne, où près de 40 cas ont été identifiés sur les 4 derniers jours. Quand je vous parle d'identification et d'action, je parle de quoi ? Je parle ce qu'on appelle le contact tracing renforcé et immédiat. On va identifier les personnes qui ont été cas contact, bien sûr, comme d'habitude, mais on fait aussi systématiquement du contact tracing rétrospectif, c'est-à-dire qu'on va aussi chercher à identifier les personnes qui ont pu vous contaminer. Je parle également de l'accompagnement renforcé à l'isolement avec la programmation systématique de passage d'infirmières libérales au domicile des personnes isolées. Je parle aussi de la prolongation désormais actée de la durée d'isolement pour tous les cas suspects de variants, qui n'est plus de 7 jours, mais qui est de 10 jours. Je parle également de la réalisation systématique d'un test PCR à J0 pour les personnes cas contact de personnes atteintes de variants, et d'un test PCR systématique de contrôle avant la levée de l'isolement. Et je parle enfin de la poursuite des efforts que nous demandons aux patients lorsqu'ils ont fini leur isolement. Pendant une semaine, ils doivent porter un masque chirurgical et réduire au maximum leurs contacts sociaux. La situation est un peu différente dans un département du territoire national, la Moselle. Et je le dis clairement, c'est une situation qui est plus inquiétante. Nous avons identifié dans ce département de la Moselle plus de 300 cas de mutations évocatrices de variants sud-africains et brésiliens ces 4 derniers jours. Et quand nous regardons en arrière, il y avait déjà 200 cas supplémentaires identifiés les jours précédents. Ces cas ne correspondent pas tous à des clusters. Les personnes malades n'ont pas nécessairement voyagé, n'ont pas nécessairement été en contact direct avec d'autres personnes ayant voyagé. Et nous faisons tout notre possible, évidemment, le maximum pour tracer et isoler tous les patients, les cas contacts, et ainsi casser les chaînes de contamination. La Moselle, je le remarque, est aussi un département où l'incidence générale est plus élevée que la moyenne, et c'est d'ailleurs le département où l'incidence est plus élevée que dans le reste de la région Grand Est. Nous n'avons pas à ce stade d'explication à la diffusion de ces variants dans ce territoire particulier de notre pays. Nous étudions évidemment toutes les pistes, notamment la proximité géographique de pays frontaliers. Dans tous les cas, il nous faut être prêts à agir, évidemment, si la situation devait le nécessiter, afin de protéger la population dans un territoire qui a déjà payé un lourd tribut à la pandémie. Je pense notamment à la première vague. Et nous devons aussi agir, évidemment, pour limiter au maximum les risques de diffusion de ces variants au reste du territoire national. Je me rendrai demain en Moselle pour évaluer sur place la situation
échanger avec l'ensemble des élus du territoire, les acteurs de santé, le préfet, les responsables de l'agence régionale de santé. J'y mènerai une concertation afin d'anticiper les réponses qu'il nous faudra trouver collectivement. Et sans attendre, le préfet engagera ce soir à 19 h les discussions avec les différents élus du territoire. Je vous remercie. Bonjour, Camille Collin pour TF1 LCI. Si je vous comprends bien, on pourrait revenir vers des mesures territorialisées. En Moselle, quelles sont les options que vous allez mettre sur la table ou sur lesquelles vous allez discuter avec les élus demain? Est-ce que ça peut être un couvre-feu aménagé? Est-ce que ça peut être un reconfinement? De quoi allez-vous discuter? Et enfin, quand est-ce qu'il faudrait agir? Est-ce que ça peut être des mesures qui seront mises en place dès ce week-end? Merci. Merci pour votre question à laquelle je m'attendais un peu et qui est tout à fait légitime. Quand je dis que je me rendrai sur place pour discuter avec tout le monde, envisager la situation, regarder au cas par cas la situation de chaque patient identifié, de chaque chaîne de contamination, c'est bien que je n'ai pas, à ce stade, les éléments me permettant de vous répondre. Si j'avais une réponse à vous donner, je l'aurais faite et je l'aurais d'ailleurs réservée aux élus du territoire ainsi qu'au préfet et à l'agence régionale de santé. On est encore dans une phase d'analyse, de compréhension des mécanismes. Pourquoi est-ce que c'est en Moselle qu'on trouve ces variants? J'ai demandé également, sans attendre au centre de recherche spécifique, de procéder au séquençage génétique de tous ces cas pour vérifier s'il s'agit bien de variantes de nature sud-africaine ou brésilienne. Donc j'ai besoin d'avoir ces éléments de réponse. C'est pourquoi je me rends sur place. C'est là-bas que je serai le plus à même de vous répondre par la suite sur les mesures éventuellement à prendre. Bonsoir Monsieur le Ministre, Florent Tardif pour CNews Canal+. Je vais me permettre de rebondir sur la question de ma consoeur. Vous avez évoqué une seule fois lors de cette conférence de presse le terme confinement. Est-ce que, dû à la circulation des variants, vous redoutez aujourd'hui une troisième vague? Cela a été évoqué ce matin par Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, qui était auditionné par des parlementaires. Et vous avez évoqué également, lors de votre conférence de presse, l'efficacité des vaccins face aux variants. Est-il possible, en fonction de la circulation du virus et notamment des variants que vous avez évoqués à l'instant, que vous arrêtiez l'injection de certains vaccins dans les semaines qui viennent, vaccins qui sont moins efficaces pour certains face à ces variants? Pour votre deuxième question, la réponse est non. Nous poursuivons la campagne de vaccination. La protection, c'est le cas partout en Europe. J'ai dit la semaine dernière que nous faisions des exceptions avec, par exemple, Mayotte, puisque là-bas, il y a énormément, nous suspectons qu'il y ait une responsabilité du variant d'origine sud-africaine dans l'épidémie qui sévit, et donc nous privilégions les vaccins ARN dont nous savons qu'ils ont plus de chances d'être efficaces. J'ai aussi expliqué que nous avons peu de données scientifiques à ce stade pour permettre de juger si les autres vaccins sont réellement moins efficaces sur ces variants. Il y a une présomption, ce qui n'en fait pas encore une certitude. Et donc, dans tous les cas, il y a lieu de poursuivre la campagne vaccinale. Il n'y a d'ailleurs pas de mot d'ordre des autorités ni nationales, ni européennes, ni de l'OMS qui nous permettrait d'envisager autre chose. Sur l'autre question que vous avez posée, encore une fois, il faut bien comprendre les choses. Le couvre-feu, le respect des gestes barrières, toutes les mesures de gestion en vigueur dans notre pays nous ont permis jusqu'ici d'éviter une vague épidémique qu'on a pu constater chez les pays voisins. Je vous rappelle qu'à l'heure à laquelle je vous parle, la plupart des pays qui nous entourent sont en confinement généralisé, certains depuis plusieurs semaines, voire depuis plus d'un mois, avec succès. Et c'est tout le mal qu'on leur souhaite, étant donné les contraintes que cela fait peser sur les populations. En France, nous avons identifié des outils qui nous ont permis d'éviter d'en arriver à une situation épidémique explosive, nous contrôler, justifiant un confinement généralisé. C'est ainsi que, je vous le disais, aujourd'hui, il y a 21 000 diagnostics faits dans notre pays. Il y en avait 23 000 le même jour de la semaine dernière. Hier, nous avons également enregistré une petite baisse. Avant-hier, également une petite baisse. La trajectoire épidémique n'est pas aujourd'hui ascensionnelle. Elle est plutôt sur un plateau légèrement déclinant, légèrement descendant. Donc il n'y a pas lieu d'envisager ce type de mesure. Ce que disent les scientifiques et ce que dit le directeur général de la santé, c'est que les variants, dès lors qu'ils sont plus contagieux, font courir le risque, quand ils deviennent de plus en plus imposants dans le pays, d'entraîner une vague épidémique. Et je ne dis pas autre chose quand je vous dis que si nous devions constater une poussée épidémique liée aux variants, d'abord nous le verrions, puisqu'il y aurait une augmentation du nombre de cas et pas une réduction du nombre de cas. Il y aurait une augmentation de la pression sanitaire et pas une stabilisation, même à un niveau élevé, je le rappelle, de la pression sanitaire sur nos hôpitaux. Et dans ce cas-là, nous serions contraints de prendre des mesures supplémentaires, évidemment, pour protéger les Français. Mais je le redis,
en ne décidant pas un confinement généralisé il y a quelques semaines, là où tout le monde parlait de prendre cette décision, ce que je constate, c'est que nous avons gagné plusieurs semaines. Que ces semaines, elles ont été utiles, que nous avons pu vacciner davantage de Français. Aujourd'hui, près de 200 000 vaccinations ont été faites sur les 24 heures dans notre pays. Donc à mesure que nous vaccinons, à mesure qu'on s'éloigne un peu des mauvais jours en termes climatiques, le virus aime bien la pluie, le froid, il aime moins manifestement le soleil et quand il fait un peu plus chaud, donc ça arrivera dans pas si longtemps que ça. Donc chaque semaine qu'on gagne, c'est une semaine où on permet à nos commerces de fonctionner. C'est une semaine pendant laquelle on permet aux Français de sortir librement en dehors des horaires du couvre-feu. Donc quand on dit qu'il faut tenir ensemble, c'est qu'il ne tient qu'à nous, individuellement et collectivement, de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix au quotidien pour limiter les risques de contamination de soi-même et des autres et de nous permettre de tenir dans la durée. Aujourd'hui, c'est la situation qui est celle que je vous décris. Et grâce aux 2,3 millions de tests que nous faisons par semaine, désormais les tests salivaires que nous faisons dans les écoles, grâce à la politique vraiment acharnée que les agences régionales de santé et l'assurance maladie mènent sur le territoire pour identifier toutes les chaînes de contamination dès que quelqu'un est malade, toutes les personnes malades sont appelées dans les 24 heures. Elles sont isolées, on va les voir chez elles, on vérifie que les conditions sociales et sanitaires sont réunies qui leur permettent de respecter l'isolement dans de bonnes conditions. Et si ce n'est pas le cas, on peut leur proposer un hébergement à l'extérieur. Ou alors on leur propose de faire passer des acteurs du monde social pour les appuyer, les aider, les accompagner. Donc toute cette démarche-là, aujourd'hui, elle est payante dans notre pays. Et c'est vraiment ce qui nous différencie d'un certain nombre de pays voisins qui n'ont pas eu cette chance que nous avons d'avoir une situation que je qualifierais sous contrôle, fragile, incertaine, mais sous contrôle à l'heure actuelle. Nous prenons les deux dernières questions. Oui, bonsoir, Julia Vanels pour BFM TV. Vous l'avez évoqué, nos voisins européens sont confinés, contrairement à nous. Est-ce que vous ne craignez pas dans le futur une fracture qui s'instaure entre la France et ses voisins européens dans la gestion de la crise, dans peut-être les semaines ou les mois qui viennent? Et puis une deuxième question sur la vaccination, notamment sur la population des 65-74 ans, qui pour le moment ne peuvent pas se faire vacciner parce qu'ils sont soit trop âgés, soit trop jeunes. Quand est-ce que la vaccination va commencer pour cette population? Merci. D'abord, s'agissant de nos voisins, je rappelle qu'ils sont confinés parce qu'ils n'avaient plus le choix. L'Allemagne et l'Angleterre ont connu des journées avec plus de 1500 morts par jour. Ils ont connu des vagues exponentielles comme nous en avons connu aussi. Et donc, ils n'avaient pas d'autre alternative que celle d'un confinement généralisé parce que sinon, ils risquaient la saturation de leurs hôpitaux. C'est le cas aussi aux Pays-Bas, c'est le cas en Irlande, c'était le cas en Autriche, ça a été le cas dans de nombreux pays, y compris du sud de l'Europe. Je rappelle qu'en Espagne, il y a des régions qui sont en confinement généralisé, d'autres qui sont en couvre-feu. L'Italie aussi a pris des mesures très fortes parce qu'elle n'avait pas le choix de le faire. Encore une fois, je constate, et je ne dis pas ça, c'est pas un cocorico du tout, c'est pas l'objet, mais je constate que, au fur et à mesure de l'évolution de cette pandémie, nous avons trouvé des outils pour nous permettre de protéger les Français en limitant évidemment leur liberté, mais un minimum par rapport à ce qu'on peut constater à l'étranger. Nos écoles sont ouvertes, nos commerces sont ouverts, les lieux de culture ne le sont pas. Et nous nous battons chaque jour pour créer les conditions épidémiques qui permettront aux Français de retrouver cette vie. Donc, vous parlez du décalage avec les pays voisins. Nous discutons, tout ce que nous faisons, c'est en coopération avec nos voisins étroites. Moi, je m'entretiens toutes les semaines avec mes homologues allemands, espagnols, italiens, anglais aussi, pour pouvoir échanger sur les pratiques en cours dans les différents pays, échanger sur les données scientifiques. C'est fondamental et ce lien très fort qui nous unit nous permet, je dirais, d'agir dans le bon sens et dans les bonnes directions. Les décisions concertées sur les frontières en sont un exemple. La vaccination des 65-74 ans pourra commencer, je ne peux pas vous donner la semaine précise, mais ce sera au tout début du mois d'avril. Nous aurons, d'ici à la fin du mois de mars, proposé la vaccination, la primo-injection au public cible des 75 ans et plus et des personnes très vulnérables. Si d'autres données scientifiques nous permettaient de proposer des vaccins dont nous disposons qu'aujourd'hui on ne peut pas proposer aux 65 ans et plus, mais si d'autres données arrivaient d'ici là qui nous permettent d'ouvrir la vaccination, évidemment nous reverrions cette stratégie. Je dis aux personnes qui attendent la vaccination de tenir bon, que les vaccins arrivent. Je vous l'ai dit, 200 000 vaccinations aujourd'hui. On n'est pas dans un problème logistique, mais vraiment dans un enjeu d'afflux de vaccins, d'approvisionnement. Vous le savez, Agnès Pannier-Runacher, le gouvernement mobilise tous les laboratoires possibles en France et en Europe pour produire davantage de vaccins pour que ça arrive plus vite. Merci beaucoup.